Je disais donc que pour pouvoir, par exemple, étant donné une application Spring ici qui est déployée dans un pod et une application et un serveur MySQL qui est déployé dans un pod, pour, euh, pour protéger l'accès euh, vers le pod MySQL à partir de l'extérieur, je mets en place un network policy. Et sur ce network policy, je définis des règles pour dire que c'est uniquement à partir du pod Spring qui est ici que les requêtes seront acceptées vers MySQL. D'accord. Et ça, on peut le tester dans un environnement de test. Je peux prendre Minikube, d'accord? À la place de tout ça, je m'en fous de AWS et on peut mettre en place un network policy. C'est simple, on pourra faire une petite démo. Après, l'autre problématique parce que pour RDS, c'est pas le même problème. RDS, quand vous travaillez avec RDS, vous pouvez utiliser un groupe de sécurité. Et ce groupe de sécurité, quand je suis avec la base de données RDS, ce groupe de sécurité, je peux le paramétrer pour d'abord interdire des accès à partir d'autres sources hein, que celles de l'application. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il y a une autre question qui peut se poser, si vous voulez, c'est, voilà, parce que si je prends par exemple, je vais faire comme ça, faire comme ça, et en termes de base de données, assez vite là, je fais comme ça, je balance tout ça, j'en ai plus. Les network policies, on peut tout le temps les paramétrer? Oui, Tout le temps. oui, Il n'y a pas d'exception. non, non. Network policies, on peut les paramétrer. C'est important de pouvoir savoir si tu veux que ce composant-là existe. Hein. Et donc, ici, on peut le paramétrer sur Minikube. Même sur Minikube, je pourrais le paramétrer. Hein. Donc là, vous voyez, quand vous avez une base de données, parce que généralement, là tu vois, ça on suppose que c'est Kubernetes. Hein. On suppose que c'est Kubernetes. D'accord? On suppose que c'est Kubernetes. Et ici, on suppose que vous avez votre pipeline CI/CD. Hein, je vais le faire ici. Hein, par exemple, je vais le faire avec GitLab ou GitHub. Hein, ça n'a pas d'importance. Hein. Hop, je fais ça. Je fais ça. Donc là, j'ai GitLab. CI/CD. Ou j'ai GitHub, Action. Voilà. Donc là, on est bien d'accord que dans le GitLab ou le GitHub, il y a un pipeline qu'on a défini. Il y a un pipeline. Et qu'est-ce qu'il fait ce pipeline? Il fait différents jobs. Hein. Il fait donc, si tu veux, pipeline. On peut dire job, on peut dire stage, c'est pareil. Oui, step, stage, étape, si tu préfères. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le checkout, là où il récupère l'application, il fait le test. Il fait les différents tests, hein, sécurité, tout ce que vous voulez. Hein. Il fait le package, hein. Il fait le build pour l'image Docker, il fait le push de l'image Docker, d'accord? Et puis il peut déployer le conteneur, d'accord? Ah, il peut déployer même Kubernetes avec, hein, c'est ce que je vous ai fait faire dans une. Et donc ici là, qu'est-ce qui va se passer quand tu as déployé là? Quand tu déploies l'application? Quand tu déploies l'application, ton application, elle va fonctionner sur un pod. On va supposer qu'il y a un seul réplica. Hein. Un pod. On va prendre un pod. Il peut y en avoir plusieurs, mais un pod. Donc là, tu vas avoir ton application, ton app Spring qui fonctionne ici. App Spring. On est d'accord? Mais cette application, elle doit communiquer avec quoi, normalement, en production? Avec une base de données. La base de données, à quel moment je dois donc l'avoir déployée? Non? C'est possible de la déployer au même moment, mais généralement, on ne fait pas ça. La base de données, on l'a déployée auparavant. Il faut l'avoir déployée avant la base de données. C'est ça. Il faut que la base de données ait été déployée avant, que ce soit une base de données RDS ou que ce soit une base de données MySQL. D'accord. Donc moi, je fais. Donc ça veut dire que si tu veux, normalement, sur Kubernetes, il aurait fallu que juste déployer la base de données avant.
Il y a des façons de la déployer via le pipeline. Il y a différentes méthodes, mais prenons cette. C'est avant d'avoir de procéder, si tu veux, au lancement du pipeline CI/CD pour déployer ton application dans l'environnement de test. Oui, parce que pour moi, en fait, la base de données doit être déployée c'est partie de l'infrastructure. Ah là, tu veux dire, oui, tu veux dire que oui, Ça, c'est dit. oui, Il faut mettre en place oui, mais y c'est compris la base de données. non, mais toi, quand tu vas normalement concrètement parlant, tu déploies d'abord l'infrastructure. D'accord. On va y aller comme ça. Tu déploies l'infrastructure. On va aller sur un cas simple. On ne peut pas installer la base de données directement dans la MySQL. Il faut aller par le Nginx. Après, il faut aller vers le MySQL pour installer base de données. Oui, non, mais si tu veux, c'est. Parce que MySQL, on ne peut pas connecter directement. Non, C'est mais la base de sécurité. non, mais je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, quand tu vas, toi, créer, par exemple, une infrastructure, avant que ton workflow commence à fonctionner, ta base de données, il faut que ta base de données soit déployée. Oui, D'accord. oui, Voilà. Donc, il faut d'abord installer MySQL, après il faut installer la base de données, ouais, après le le pipeline. Nginx, il va communiquer avec le réseau. Oui, c'est ça. Donc, si tu veux, étape 1 ici, normalement dans une étape 1, après que ce soit déployé avec Terraform ou avec ce que vous voulez. Oui, on est très bien dans la structure. La structure, donc normalement, toi, parce que toi, suppose que tu as un workflow ici, d'intégration continue. Il passe par toutes ces étapes. À un certain moment, tu déploies ton application, tu déploies ton microservice, par exemple. D'accord. Mais quand on dit déployer, c'est déployer sur EKS. Oui, c'est déployé sur EKS. Et en fait, il y a une question quand on déploie sur EKS. Donc le déploiement continu, c'est ça en fait. Oui, Ça veut dire dès qu'il y a un changement de oui, cluster, en fait, il va oui. déployer le Bah, c'est-à-dire que un changement d'un cluster ou un changement d'un code. bah, c'est-à-dire que normalement, comment ça se passe le processus de développement? Processus de développement, normalement, ici, vous avez votre, tu vois, alors je vais mettre ça ici, hein. Vous avez votre GitLab ou GitHub, hein. Ici, vous avez votre GitLab ou GitHub ou autre chose, hein, je ne sais pas ce que, voilà. Vous avez votre GitLab ou GitHub ici. GitLab, GitLab ou GitHub, hein. D'accord. Quand on commence à développer en équipe, comment ça se passe quand on commence à développer en équipe? Bah, on suppose qu'on est 3 à développer. Donc il y a un lead dev, d'accord, donc celui qui va être le leader en quelque sorte, hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah, il va créer sur GitLab ou GitHub, il va créer le projet. Hein, c'est ça. Donc ici, tu vas avoir ici, tu as ici, création du projet, sur le SCM, hein, c'est-à-dire sur le SCM, Management Code Source, hein. On est d'accord? C'est-à-dire que quand tu crées, toi, le projet en tant que lead dev, tu crées quoi? Tu crées la branche main, en fin de compte, hein, c'est ça. La création d'une branche. Tu crées la branche main. Bon. Et c'est le lead dev qui fait ça. Donc là, ok, donc tu as le lead dev, hein, il fait ça, voilà, pour être très précis, hein. Donc ça, c'est le lead dev qui fait ça, hein, le lead dev. Après, qu'est-ce qui se passe ici? Par exemple, suppose que tu es 2 développeurs. Tu en as 2 des développeurs, hein. Tu as 2 développeurs ici. Tu as un développeur, tu as un dev, tu as le dev 1, tu as le dev 1, et tu as, oh là là, tu as le dev 1, on va y arriver, tu as le dev 1, et tu as le dev 2. Alors, sachant qu'en plus, ici, si tu veux, ce qui se passe aussi, hein, c'est que ici, quand le développeur il crée le projet avec la branche main, bah, il peut faire en sorte aussi de créer la branche de développement. Il crée une autre branche. Alors, on va aller sur quelque chose de simple pour bien comprendre. Il va créer la branche main, elle est créée. Ensuite, il va créer une branche dev, d'accord? Donc, on va y aller, hein.
Ça, juste pour expliquer. Donc, branche dev, il crée la branche dev. Hein. Branche dev, on va y aller comme ça. Hein. Il crée la branche dev, faire un truc simple, dev. Et ensuite, comme il y a deux développeurs, donc sur la branche dev, il va créer une branche par développeur ou une branche par fonction. Donc il crée ici une branche, une sous-branche, hein, une sous-branche. On va l'appeler pour le développeur 1, voilà, et pour le développeur 2. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair? Oui, donc généralement, on travaille comme ça. C'est-à-dire que tu as un lead dev qui va créer le projet avec une branche main, avec une sous-branche dev ou une branche dev, et puis deux sous-branches, par exemple dev1, dev2 pour les deux développeurs. Des fois, ça peut être des fonctions, mais ça, c'est pas le problème, on va simplifier le problème. Et là, qu'est-ce qu'il va faire maintenant le dev1 ici? Le dev1? Mais il va travailler déjà sur son code. Non, il pousse pas son code. Le dev1, il va faire un git clone. Il va faire un git clone déjà pour commencer. Oui, parce que ça, c'est la première des choses. Donc là, tu vois, donc là, on va le faire ici. Hein. On va faire ici, juste pour comprendre le process. Hop, je fais ça. Je fais ça. Et pour les deux, là, tiens, je fais ça pour les deux. Ici, là. Voilà, pour expliquer pour les camarades qui ont besoin de bien comprendre. Voilà. Donc ici, hein, il va te faire un git, les deux te font un git clone, voilà, du projet. Et celui-là aussi, il te fait un git clone du projet. D'accord? Donc, git clone du projet. Comme ça, tous les deux, ils ont le projet. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu vois, tu as le poste du dev 1 ici. Je vais faire pour les deux. Hein. Je vais faire pour les deux. Donc, le dev 1 qui est ici, celui-là, le dev 1, il va travailler sur la branche 1, sur la branche dev 1, et celui-là, il va travailler sur la branche dev 2. Donc ça veut dire que très concrètement parlant, alors je vais le faire pour un seul cas. Hein. Ça, après tout, c'est facile à comprendre. Hein. Hop, je fais comme ça. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer très concrètement maintenant? Il va se passer la chose suivante. Alors donc là, je vais faire un 2. Je refais 2. Hein. Je refais 2 ici. Hein. 2. Donc, on va faire un git, on l'a dit, un clone. Ah, je l'ai dit, ça y est. Donc, 2. Je vais rester sur le dev 1. Le dev 1, il va travailler sur sa branche. Donc, il va faire un git checkout moins B, il me semble, alors il faut contrôler la syntaxe, hein, moins B dev 1. C'est-à-dire qu'il va sélectionner la branche 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Troisièmement, il développe. Hein, et puis, à un certain moment, qu'est-ce qu'il va faire? Un push. Il va faire... C'est ça, il va faire un git push. Il va se faire, le fait qu'il ait fait un git checkout -b dev 1, c'est que normalement il est sur sa branche. Il développe et puis à un certain moment, bon, il va faire le git add, git commit, etc. Hein, il va faire le git push. D'accord. Donc normalement il va faire le. Non, ça enclenche pas. Attends, je vais continuer. Git add point, git commit, hein, et puis git push. Ça faut pas que ça enclenche tout de suite. Sans YML, sans fichier YML, ça ne déclenche pas. Oui. Non, mais juste pour expliquer le processus. Hein, de toute façon, j'ai tout enregistré. Hein. Donc, ici, git commit, git push. D'accord. Ensuite, là, quand il pousse, où est-ce qu'ils vont être les codes? Ils vont être sur dev 1 et dev 2. Il n'est pas dans le main, c'est pour ça qu'il n'y a pas le... Il ne faut pas qu'on le mette dans le main. Moi, dans le main, c'est parce qu'on travaille tout seul. Exactement. Laissez... Le main, en fait, c'est quand il va merger les codes. Voilà. C'est ça le problème. Oui, mais c'est tu m'as expliqué la dernière fois. Alors, laissez-moi juste aller jusqu'au bout du raisonnement. Voilà. Donc, là, si tu veux, il va faire le git add point, git commit, git push, et donc, les codes, ils vont se retrouver ici, troisièmement, on va travailler que sur un seul, hein, dev 1 par exemple. Donc, troisièmement, qu'est-ce qui se passe? Sur la branche dev 1, il y a les codes du dev 1. On est d'accord? Du développeur 1. Mais là, pour pouvoir balancer le pipe, parce que ce qui se passe, c'est que le dev 1 et le dev 2, ils développent tous les deux. On est d'accord?
Et donc, les fonctionnalités qu'ils développent, bah, petit à petit, hein, ça va faire le code. Ça va faire le microservice. Hein. Parce que c'est des fonctions qui développent chacun. Et donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le dev 1 qui a poussé, qui va demander ce qu'on appelle un pull request. Le pull request, c'est quoi? Ça veut dire que il se connecte à son espace et il fait un pull request. C'est-à-dire qu'il demande en fin de compte au dev lead hein, qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une revue de code. Bah oui, parce que il faut que les gens regardent ce qui se passe. C'est parce que nous, quand on fait dans le main, on pousse parce qu'on est tout seul. Tout seul. Mais quand vous êtes plusieurs, vous travaillez comme ça. Donc là, ce qui va se passer, vous voyez, donc ici j'ai fait 4, un git add, et là qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je l'écris ici, cinquièmement, on pourra faire une démo, hein, demande d'un pull request. Ça veut dire quoi le pull request? Ça veut dire que on demande au dev lead, hein, puisque c'est lui qui contrôle tout, hein, à ce que le code du dev 1, puisque c'est lui qui a poussé dev 2, ce sera la même chose, hein, soit revu. Il faut d'abord une revue de code. Généralement, revue de code, ça veut dire que le lead dev, il reçoit ça, il va jeter un coup d'œil, ou des fois ça peut être à 3, hein, ça dépend à des moments choisis. Et une fois que le code est OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va le merger sur quelle branche? Non, non. Non, bah non, je vous dis non. Il faut le merger sur la branche dev. Ben, c'est des sous-branches. Regardez ce que j'ai fait là. J'ai fait création du projet sur le SCM, donc il y aura le main, donc le lead dev qui fait ça. Il crée la branche dev et il y aura 2 sous-branches dev 1 et dev 2. D'accord? Donc ça veut dire que quand on fait une pull request et quand on a fait la revue de code, donc j'écris ici, hein, on demande un pull request, c'est-à-dire on demande au devlib à ce que le code du dev 1 soit revu. Ici, sixièmement, après la revue de code, c'est-à-dire j'ai un petit coup d'œil, on va faire un pull request, hein, c'est-à-dire qu'on va merger en quelque sorte. Hein. Non, c'est pas un pull request, c'est un merge, excuse-moi. On va faire un merge, hein, je dis n'importe quoi. On va faire un merge sur la branche développe. Et normalement, le pipeline, il va se déclencher par rapport à la branche développe. Vous voyez, nous, on le fait à la branche main parce que on est seul. Mais quand on est plusieurs, ça doit fonctionner comme ça parce qu'on travaille à plusieurs. D'accord? C'est pas à chaque fois que quelqu'un il envoie que ça va se déclencher. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'après la revue de code, on va faire un merge sur la branche développe. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'on a fait. La différence, c'est que dans le pipeline, au lieu qui est marqué on main, c'est on développe tout simplement. Hein. Et donc ici, ce qui va se passer, vous voyez, donc après la revue de code, on va faire un merge sur la branche développe et le pipeline se déclenche. Se déclenche. Ouais. C'est-à-dire que quand on est plusieurs, quand on est seul, on peut travailler comme on veut. Mais quand on est plusieurs, il faut penser à l'organisation dans l'entreprise. C'est pas à chaque fois que quelqu'un pousse, ça se merge automatiquement sur la base. Sinon, il y a un mélange, c'est incroyable. Comme on est plusieurs à travailler, par exemple, je vais dire Salia, bah, on développe le microservice Customer Service, je vais dire Salia, tu développes telle fonctionnalité. Et à toi, je vais t'affecter la branche dev 1. Je vais dire à Louis, tu développes telle fonctionnalité. Et donc, je vais lui attribuer la branche dev 2. Et ainsi de suite. C'est moi le dev lib. Toi, tu pousses ton code. Tu me fais une merge request sur ton espace GitHub. Tu vas tout simplement me demander, c'est une demande, hein, à ce que, eh bien, il y ait une revue de code. Donc moi, je vais voir dans mon espace, oui, bah, je regarde, Salia, elle a poussé quelque chose, je vais aller voir le code, ou alors on va le voir à plusieurs. Et à partir de là, quand c'est OK, là, moi, je vais faire un merge. Il n'y a qu'un seul qui le fait, c'est pas tout le monde. Parce que sinon, c'est une pagaille incroyable. Il faut que ce soit centralisé. Et dès que je fais le merge, d'accord, hop, tu vas avoir le déploiement du pipeline qui va se faire. Oh.
branche par défaut. On peut dire ça. Alors, on va y aller jusqu'à la branche main maintenant. Voilà. Par contre, en tant que technique, dev, en fait, je crée la branche dev. Oui. Là, ça va être la branche master, si on peut dire ça, et 2 branches qui seront créées par les développeurs. Oui, Chacun dev 1, c'est ça. Et quand je fais le merge, je le fais sur La branche développe. la branche dev, en fait. La branche dev. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À quoi elle sert la branche main? Mais attends, mais le déploiement va se faire jusqu'à l'environnement de production. L'environnement de test. Ah, Non, bon, simplement, pas jusqu'au, non, pas jusqu'à la production. Pour l'instant, c'est jusqu'au test, c'est tout. Test. C'est-à-dire jusqu'à l'environnement de test, un Kubernetes de test, etc. D'accord? Ou un environnement de développement, si tu veux qu'on l'appelle comme ça. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que, septièmement, la branche main, à quoi elle sert maintenant la branche? Pour la production, alors. Voilà. La branche main, elle sert à quoi la branche main? C'est-à-dire que une fois que le test, si tu veux, les tests se sont bien passés, tu constates que ton pipeline, les tests sont bien exécutés, les tests de sécurité, les tests de performance, les tests de sécurité dynamique, absolument tout, il n'y a pas d'erreur. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on va faire un merge de développe vers la branche main. C'est maintenant que ça va se passer. C'est-à-dire que là, tu vois, une fois que les tests se sont bien passés, huitièmement, on va pouvoir faire un merge de développe vers la branche main. Là, c'est possible. Et là, à partir de là, on va pouvoir, dès qu'on fait un merge vers la branche main, si on souhaite que le déploiement se fasse automatiquement dans l'environnement de production, là, on pourra avoir encore un pipeline qui va pouvoir se déclencher pour balancer ça jusqu'à l'environnement de production si on souhaite. Sinon, ce qu'on fera, on fera tout simplement une interversion entre l'environnement de test et l'environnement de production. Mais au moins, on sait qu'on aura une release sur la branche main qui est opérationnelle, qui est OK. Ah, c'est ça la release. C'est ça la release, oui. Parce que j'ai entendu parler de ça. Mais C'est ça La release, versionning. Ah, la versionning, release, ouais. ok. Oui, bien sûr. Tu donnes une version Ouais. 0.7, Ouais. 0.8, 0.9. Ça, c'est important de connaître ce processus quand on travaille à plusieurs pour pouvoir donner une explication. Comment vous faites quand vous travaillez à plusieurs? Ok, vous avez travaillé seul, vous avez mis au point votre pipeline sur la branche main. Mais supposons que vous travaillez à plusieurs. Comment vous travaillez? Il faut être capable de l'expliquer. Comme je viens de l'expliquer, regardez, je fais juste ça, je continue. Voilà. Pour la base de données, ce que je voulais dire, c'est que vous, quand vous avez votre application que vous allez déployer, vous déployez quoi? Vous déployez pas la base de données dans votre pipeline d'intégration continue. Non, dans votre pipeline d'intégration continue, je parle du pipeline, CICD, je parle pas de Terraform. Regarde ici à l'écran. Oui, non, mais si tu veux, quand tu déploies EKS, tu déploies via Terraform, tu déploies RDS via Terraform, etc. D'accord. Mais quand tu fais ça, le déploiement que tu fais, tu le fais pour mettre en place l'infrastructure. Mais c'est ensuite que ton pipeline va commencer à fonctionner. Le pipeline, qu'est-ce qu'il fait, lui? Le pipeline, à chaque fois qu'on vient de le voir, un codeur, quand il a terminé de travailler, il pousse, et puis tu as vu le process pour déployer sur ton infra. C'est ça. Donc ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce qu'on vient de dire là, c'est que si tu as ton Kubernetes qui est ici, la première des choses qui va être déployée, c'est l'infrastructure et la base de données. Alors donc là, tu vois, donc si je fais ici grand A, ici, donc grand A ici, grand A, base de données. Alors sachant, attention, parce que moi, vous voyez, quand je m'exprime, parce que je pourrais aller dans plein de possibilités. Il y a quelqu'un, un autre DevOps, qui va venir ici et me dire, bah non, monsieur, on pourrait déployer aussi la base de données dans le pipeline. Oui, c'est possible. Mais nous, on va choisir qu'un cas, c'est tout, un seul. Donc, on va dire que la base de données, on la déploie d'abord.
D'accord, on va y aller comme ça, avec un Terraform, avec ce que tu veux, avec un kubectl, ça c'est pas le problème. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, base de données, on la déploie là-bas. Mais cette base de données que tu déploies, supposons que c'est du MySQL avec du RDS par exemple, on va rester là-dessus. Cette base de données, elle a un schéma. C'est-à-dire que ta base de données, elle a par exemple une table, hein, suppose qu'elle a une table, ta base de données suppose qu'elle a une table, avec, et dans cette table, il y a le nom par exemple, hein, le nom, le prénom, et puis l'âge. Je vais faire quelque chose de très simple. Est-ce que ça c'est clair? Et là, tu as ton application, regarde, tu as ton application que tu déploies, donc tu as l'application Spring que tu déploies ici, et cette application Spring, elle communique avec cette base de données. D'accord, c'est bien ça. Ok, ça fonctionne. Il se trouve que demain, tu vois, c'est une question possible, hein. Il se trouve que demain, tu modifies ton application Spring, mais tu vas, tu vas ajouter des champs en plus qui n'existent pas dans la base de données. On la modifie. Parce que là, par exemple, on avait une application qui travaillait sur la base de données, une base de données où il y a une table avec le nom, prénom, âge. Et puis il se trouve que demain, tiens, je vais étendre mon application et je veux également pouvoir gérer le salaire et je veux pouvoir gérer également la situation familiale. Qu'est-ce que je suis obligé de faire? Il faut que je fasse migrer la base de données. C'est ça. Donc ça veut dire que normalement, ici, vous voyez, si j'ai une application Spring, et ça c'est une question qu'on peut vous poser, on vous dit, bon bah tiens, si demain, monsieur, ok, vous avez mis en place votre workflow d'intégration continue en tant que DevOps, expliquez-moi comment vous faites si par exemple votre application évolue, c'est une base de données MySQL que vous avez mis en place, votre application évolue, comment vous faites pour que maintenant bah, le système puisse fonctionner? Parce que si vous laissez nom, prénom, âge simplement ici, avec la nouvelle mouture de l'application, ça va pas marcher, on est d'accord? Parce Oui, qu'il on va faut, faire un voilà, erreur, quoi. il faut une migration. Ouais, allez, vas-y, comment tu vas faire la Je vous communication? pose la question. Il faut une migration. Ça veut dire que normalement, cette nouvelle base de données, ici, regardez, c'est-à-dire que la nouvelle base de données, pour ma nouvelle application, elle devrait être comme ça. C'est-à-dire que là, je devrais avoir nom, prénom, âge, virgule, euh, salaire, par exemple, hein, et puis âge, par exemple. Hein. Non, pas âge, et puis situation. Situation. Et donc, si tu veux, la nouvelle base de données, normalement, ça devrait être celle-là maintenant. On est d'accord ou pas? Ok. C'est ça. Et donc, la question, c'est comment on fait cette migration? Parce que, alors, soit on dit on la fait manuellement. Et si vous la faites manuellement, la migration dans l'environnement de test, hein, parlons de l'environnement de test, c'est tout. Hein. Si vous la faites manuellement, la migration, bah, si à chaque fois que la base de données se modifie, il faut aller le faire manuellement, ça pose un problème, ça. Et on va vous dire, oui, mais alors dans ce cas-là, si vous devez gérer manuellement alors que vous êtes DevOps, on a un problème. Parce que On est censé automatiser. on est censé automatiser. Et là, on peut utiliser des outils, si vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver des outils comme Flyway par exemple, ou Liquidbase. Hein. Vous avez des outils comme Flyway, je vais l'ajouter ici dans le pipeline, hein. Ici quatrièmement, pour la migration d'une base de données MySQL, de données MySQL vers un autre schéma, c'est-à-dire on ajoute d'autres champs, hein, on peut intégrer dans notre pipeline des outils comme Flyway, hein, ou Liquidbase par exemple. Donc ces outils-là permettent de faire cette migration de manière automatisée, mais alors attention, parce que là si je rentre moi dans des cas détaillés, il y a plusieurs types de migration. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est que déjà pour migrer, alors faut savoir déjà quel est le problème du développeur. Mais déjà, vous, en tant que DevOps, c'est ça que vous répondez. Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que en tant que développeur, quand on fait une migration de base de données,
il faut bien réfléchir dans sa tête que comme il faut conserver les traitements sur les schémas antérieurs, il faut vraiment faire attention à la façon dont on code par rapport à ça. D'accord? Et puis la migration, ça ne veut pas dire qu'on ajoute des champs en plus, ça veut peut-être dire qu'on en retire. Ça dépend quelle est la taille de la base de données. Vous voyez? Mais déjà, il faut le savoir, ça déjà, sans rentrer dans les détails. Après tout, nous, on n'est pas des spécialistes de Flyway ou autre chose. Mais déjà, sachez que il est possible d'utiliser des outils comme Flyway ou Liquidbase qu'on peut intégrer dans notre pipeline pour justement faire en sorte que notre workflow dans l'environnement de test, quand il va se déployer, va aller changer la base de données, va aller changer le schéma de la base de données automatiquement. Pour une base de données MySQL, je parle. Et dans le cas d'une base de données NoSQL, comment on fait quand il y a un changement de schéma? Parce que MySQL, ok, on vient d'expliquer, parce que c'est comme du SQL, on a fait un peu de SQL. Ah ben, c'est dynamique. Le schéma. On le touche pas. C'est ça la grosse différence. C'est que si tu es dans une base de données NoSQL, si tu es dans une base, parce que ça c'est dans le cas de la base de données ici, vous voyez, ça c'est dans le cas de la base de données MySQL qu'il faut le gérer comme ça. On n'a pas le choix. Alors ça c'est le cas de la base MySQL. Vous voyez, c'est relationnel parce que MySQL ça veut rien dire. Relationnel. Alors, ça c'est le cas de la base de données relationnelle. Donc là il faut penser à la migration de la base de données quand le programme est modifié. On peut utiliser des outils qui vont permettre de gérer cela. Par contre, effectivement, comme l'a dit Kama, dans le cas de la base de données NoSQL, on s'en fout, parce qu'il n'y a pas de schéma. Donc ça change ou pas, on ne touche pas à la base de données. C'est un grand avantage, ça. Vous voyez, c'est un grand avantage. Ben oui, NoSQL, il n'y a pas de schéma. Regardez ce que je vous ai expliqué. C'est du JSON. Et tu as vu dans l'explication que je vous ai donnée, peut-être, si vous êtes parti voir la vidéo, je vous ai expliqué que, bah tiens, tu peux avoir un enregistrement qui a l'âge ou le salaire en plus, et l'autre, il n'a pas. Donc, dans le cas de la base de données MongoDB, par exemple, ou autre, hein, parce qu'il n'y a pas que MongoDB, pour une base de données NoSQL, tu n'as pas à gérer le schéma. Et c'est ça, c'est quand même un avantage. Ah. Voilà. Donc, la base de données, ça juste pour ça. Oui, c'est-à-dire que tu ne gères pas parce qu'il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas de schéma défini. Tu vois, ça s'ajuste par. Le schéma peut être quelconque. Tandis que là, quand tu es sur MySQL, le schéma, faut qu'il soit défini à l'avance. Donc si tu le changes, si demain tu ajoutes un salaire, ah, là c'est un problème, il faut gérer la base de données. Non, mais justement, c'est ce qu'il a dit Kama, tu touches pas. La base de données non relationnelle, si tu veux, la base de données NoSQL, elle n'a pas de schéma. Donc, c'est-à-dire ton programme peut changer, tu touches pas. Tu touches pas. Tu veux dire en termes de technologie? Bah, tu as MongoDB par exemple, tu as Redis, tu as Cassandra. Chacun, si tu veux, il fonctionne suivant des fonctionnements différents. Il y en a qui fonctionnent sur la base de documents, comme MongoDB par exemple. Si vous avez été voir la vidéo que je vous ai mis en ligne pour vous expliquer un peu les différences entre les deux. Voilà.